Bonjour à tous. L'actualité nous l'impose. Nous allons débattre de sujets liés à l'affaire présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. En effet, depuis mardi dernier, des arrestations effectuées par les forces de sécurité et de défense au Bénin ont provoqué une sorte d'émoi et les versions d'abord des avocats des mises en cause au départ 3, Olivier Bokor, Osvaldo Meki et le colonel Tevo Edrey, qui sera retiré après. Le colonel Tevo Edrey étant le patron de l'équipe de protection rapprochée de Patrice Talon, puis du procureur spécial de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ont levé un coin de voile sur les éléments considérés comme des preuves matérielles d'une conspiration contre l'ordre public établi au Bénin. On va donc en parler. Anissé Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Nous allons aussi parler des conditions de vie carcérale au Bénin avec ce rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme qui nous a laissé entrevoir quelques bribes des conditions dans lesquelles les détenus au Bénin vivent. On parlera de ça. On parlera aussi de ces mesures promises aux personnes dialysées depuis la semaine écoulée par le gouvernement de Patrice Talon pour les aider à alléger un peu le poids financier lié à leurs soins et à leur suivi. Voilà un peu les sujets que j'ai prévu qu'on évoque tout au long de ces moments de discussion. Et puis on va commencer par le tout premier, actualité oblige, ces arrestations qui débouchent sur des accusations désormais. Osvaldo Meki, Olivier Bokor sont accusés d'avoir pensé à tenter à la sûreté de l'État et les deux hommes sont plus vraiment libres de leur mouvement depuis lors. À la fois les avocats l'ont annoncé, le procureur spécial de la CRIET l'a confirmé. Une grosse actualité, doit-on dire? Une très grosse actualité, moi je dirais plutôt, parce que on connaissait la proximité de M. Olivier Bokor avec le président Talon, on connaît la proximité de M. Omeki avec le président Talon, et donc si des personnes devaient travailler ou conspirer du moins à le faire partir, ce serait peut-être tout, sauf ces personnes-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Donc c'est pour ça qu'en réalité, c'est effectivement une grosse actualité. Et on se demande, à juste raison d'ailleurs, si tout ça n'était pas en réalité une sorte de mise en scène pour nous sortir un peu un schéma inattendu. On va voir cette lecture, cet écho que cet événement a au sein de l'opinion publique, mais est-ce qu'on a vraiment raison d'être surpris par ce qu'on voit là, quand on sait que ces derniers mois, ces derniers temps, il y a quand même eu quelques bruits de couloir qui ont établi cette distance des rapports entre Patrice Talon et son vieil ami, Olivier Bokor, son complice politique, dois-je dire, depuis qu'il a pris le pouvoir, et son partenaire intime d'affaires. Depuis lors, on peut se dire qu'à partir de ces bruits, que véritablement les deux hommes ont pu en arriver à un niveau, on pouvait avoir cette scène à laquelle on a assisté mardi. En réalité, nous ne sommes pas dans les cercles du pouvoir, et je pense que nul ne pouvait en réalité savoir exactement jusqu'à quel point la brouille entre les deux hommes a pu atteindre, jusqu'à quel point ils ont pu se dire qu'ils sont devenus, leurs positions sont devenues inconciliables. Par conséquent, moi je suis un peu surpris quand même, parce que M. Olivier Bokor, c'est vrai, a été un peu écarté des cercles du pouvoir. Il a peut-être commencé par perdre des plumes, on va dire, dans toutes les instances où il avait assise au sein de la République, mais on ne pouvait pas imaginer que ça aille jusqu'à un point où il veuille faire une remise en cause de l'ordre constitutionnel, au point où lui-même, en étant un civil, ne pouvait pas prendre le pouvoir à la place de M. Patrice Talon. Donc, c'était une remise en cause pour que d'autres personnes prennent le pouvoir, et donc, quand j'analyse ça, je me dis, en quoi cela c'était bénéfique pour lui de le faire. Et c'est à cette question que peut-être le procès nous permettra d'avoir des réponses. Par contre, Osvaldo Meki, on peut être moins surpris parce que son départ du gouvernement et les conditions dans lesquelles il est parti, et surtout les mots qu'il a lâchés après, les motifs pour lesquels il est parti, sont autant d'éléments qui
peuvent amener les gens à ne pas être vraiment surpris. Oui, on avait comme l'impression effectivement que M. vraiment avait une dent très, très longue contre le pouvoir et son chef. C'est vrai que ça surprend un peu aussi, parce que quand même, c'est sous l'ombre de Patrice Talon que M. Omeki a pu se construire. Et donc, oui, il est parti un peu avec de la colère, et on imagine bien qu'il avait dans l'esprit peut-être de trouver un moyen de montrer qu'il valait mieux que ça. Et donc, qu'il soit mêlé à ce coup-là n'est pas effectivement, on va dire, une preuve de ce qu'on s'attendait à cela, mais quand même, M. Omeki, je pense, a peut-être un peu, on va dire, exagéré dans ses prétentions, parce que aller jusqu'à être le maître d'œuvre, on va dire, d'une conspiration de cette nature-là, c'est quand même un peu gros quand on considère d'où il est venu et par qui il est venu. On a cité au début des événements, on a cité un troisième nom, le colonel Thévoy Drey, qui est patron de la garde rapproché de Patrice Talon, mais les jours évoluant, les heures évoluant, on a de moins en moins la présence de son nom, je dois dire, dans les bouches de ceux qui parlent et ceux qui osent parler actuellement. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Peut-être simplement par le fait que le colonel a voulu faire preuve de loyauté vis-à-vis de son chef, et qu'il a peut-être fait le jeu jusqu'au bout pour que les autres aillent jusqu'à, on va dire, un début d'exécution de leur plan. Parce que quand il n'y a pas un début d'exécution, en réalité, il n'y a que des présomptions, et sur la base de présomptions, on ne peut pas vous équiper formellement. Voilà. Donc, il fallait peut-être les pousser à aller jusqu'au début de l'exécution de ce plan-là, de manière à ce qu'on puisse leur mettre la main dessus, comme on l'a fait avant-hier. Et les avocats qui se sont empressés de parler, est-ce qu'ils devraient parler à ce moment? Bon, est-ce que ce n'était pas très tôt? Parce que d'abord, eux-mêmes, ils l'ont avoué, ils n'ont pas rencontré en tant que tel leurs clients. Comment est-ce qu'ils ont eu les versions? Ça reste à dire. Et puis, les réserves qu'ils ont portées aussi par rapport non seulement à la procédure, mais aussi aux conditions de détention, dois-je dire, de leurs clients. C'est peut-être tout simplement pour prendre l'opinion à témoin, en prenant de vitesse le procureur de la République d'un certain nombre de choses, parce que bon, c'est ce que le public entend premièrement qui garde. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont empressés, parce que sinon, moi je considère qu'il y a eu un certain nombre de maladresses dans leur sortie, à commencer par le fait que ce soit eux qui nous annoncent qu'il y avait des numéraires, par exemple, dans un véhicule garé dans la maison de M. Omeki. Mais si les preuves existent, ils ne peuvent pas te mentir, et que il mieux de le faire. Oui, bon, vous savez, il y a des moyens de défense qui font que lorsqu'on vous arrête pour quelque motif que ce soit, on s'empresse de vous dire, de vous taire, parce que tout ce que vous direz pourrait se retourner contre vous. Oui. Donc, il y a peut-être moyen, d'une façon ou d'une autre, de nier l'évidence. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce que ce sont eux qui ont mis sur la place publique le fait que cet argent existe, et que c'était effectivement dans une voiture, et qu'à partir du moment où les éléments qui sont venus arrêter M. Omeki ont mis la main sur cet argent, ils n'ont plus cherché à avoir d'autres preuves que ça. Bon, ce sont eux qui l'ont dit. Mais moi, je considère que ce n'était pas nécessaire qu'ils fassent une sortie avec des détails qui se retourneraient contre leurs clients. Tout comme je ne comprends pas que, n'ayant pas eu contact avec les clients, ils puissent affirmer qu'il a été coupé peut-être des aliments et aussi de ses médicaments, alors qu'ils n'ont aucun contact avec lui. Comment peuvent-ils le savoir? Donc je pense que bon, ils ont fait une sortie, c'est vrai, mais l'esprit de cette sortie était certainement de convaincre le public qu'il se passe quelque chose de très anormal dans notre pays, et que tout ça doit être pris un peu comme une machination contre les clients. Et une façon de mettre peut-être aussi la pression sur le procureur spécial, puisqu'au lendemain, on a quand même eu sa part de vérité, alors qu'on en attendait aussi cette célérité et cette promptitude. On l'attendait aussi dans un autre dossier qui n'est pas forcément proche de celui-là, le dossier Steve Amoussou par exemple. On n'a jamais eu la position de la justice jusque-là, mais au moins ici, la sortie des avocats aura permis de mettre pression sur le procureur. Il faut dire que effectivement, cette sortie était une façon de pousser le procureur à se prononcer, parce que sinon,
il y avait tellement de spéculations et de supputations que ça pouvait même conduire certains à vouloir se révolter parce que au sein de l'opinion, on faisait croire que c'était un kidnapping même à la façon MMA à Lomé, que c'était des gens cagoulés qui étaient venus un peu opérer de façon cavalière, alors qu'en réalité, il s'agit d'une unité bien connue, identifiée. Mais les avocats ont parlé de gens civils avec un véhicule banalisé. On ne fait que foi là aux déclarations de chacune des parties. Les avocats disent justement que c'est des gens qui ne sont pas connus, en tout cas officiellement, et qui ne sont pas venus avec les attributs officiels de la République pour faire cette opération. Le procureur nous signe que c'est quand même des agents de la sécurité et de la défense. Ce sont des gens qui sont reconnus comme tels par le procureur qui les a peut-être envoyés, et peut-être que dans ce genre de situation, il y a moyen de s'habiller autrement que quand on va sur d'autres fronts. La preuve, c'est que parfois, en mission commandée, il y a des éléments de la police ou même de la garde républicaine qui mettent des cagoules, tout en étant en mission officielle. Oui, mais donc, juste à arriver beaucoup, on n'a pas besoin de prendre autant de précautions. Non, moi, ce que je dis, c'est que la façon dont ils sont habillés n'est pas déterminante dans le motif de l'arrestation. À partir du moment où le procureur reconnaît que ce sont des gens de telle unité qui ont opéré, et forcément ils ont opéré à partir d'un ordre donné par quelqu'un qui est bien identifié. À partir de ce moment, moi je considère que c'est une arrestation légale. Maintenant, l'heure de l'arrestation peut faire polémique, mais... C'est d'ailleurs l'un des arguments avancés par les avocats pour remettre en cause un peu la procédure. On ne toque pas à la porte des gens à 2 h du matin, quoi qu'on soit procureur ou qu'on soit colonel ou je sais trop quoi de la République. Mais je pense aussi qu'on ne conspire pas contre la sûreté de l'État partout dans le monde de cette façon-là. Et je pense que les gens dont nous avons copié la loi, que nous essayons d'appliquer chez nous, ont prévu un certain nombre de choses dans les dispositions légales qui ne tiennent pas compte du fait qu'un citoyen puisse se lever et chercher à tenter à la sûreté de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas de citoyens qui, parce qu'ils ne sont pas contents, décident d'aller comploter pour faire... On a vu quand même des présidents assassinés pendant leur mandat. Ce n'est pas John Kennedy qui me dirait le contraire de là où il est. Et à ce jour, vous ne pouvez pas me dire qu'il a assassiné Kennedy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et pourtant, des gens ont été arrêtés, qui ont fait prison à vie. Vous ne me direz pas que lorsque Kennedy a reçu une balle, il a fallu attendre qu'on aille chercher le procureur pour savoir s'il faut arrêter celui qui a été mis en prison plus tard. Donc, il y a des situations légales au sein de l'État qui, à mon avis, donne un certain nombre de pouvoirs au président de la République et au procureur d'agir dans l'urgence, quitte à ce que, bon, par la suite, il y ait une sorte de régularisation. Quand c'est exceptionnel, on peut comprendre. Donc, dans le cas de ce dossier dont on parle, on peut comprendre. Là, c'est l'État. Mais que MMA Rebioso aille chercher, par exemple, et que la police récupère un individu dans ces circonstances, ça pose un petit problème. Et même avant cela, un journaliste aussi a quand même été réveillé très tôt chez lui comme ça et amené Manu Militari et sans convocation au commissariat. Est-ce que ça ne devient pas un peu répétitif? Ça ne peut pas inquiéter là dans ce cas ceux qui pensent qu'il faut respecter les droits de l'homme? Je pense que de toute façon, à partir du moment où ça ne se passe pas de la manière la plus régulière qui soit, ça pose déjà un problème. Et que effectivement, il faut noter que depuis un certain nombre d'années, il y a des manières un peu trop brutales pour arrêter les citoyens. Mais d'un autre côté, je note aussi que de plus en plus, les citoyens qui sont inquiétés font partie de ces citoyens qui oublient complètement les manières légales et orthodoxes autorisés par la loi pour utiliser aussi parfois des moyens qui sont totalement prohibés. Oui, à partir du moment où un citoyen sort de la légalité d'une façon trop flagrante et dangereuse pour la République, l'État doit se permettre aussi ça, de sortir aussi de la légalité. L'État, est-ce que l'État sort de la légalité? Moi, je pense que c'est ceux qui sont dans la logique de la défense des droits de l'homme qui oublient
de dire à quel point il est grave de prendre les armes contre l'État, qui oublie de dire à quel point il est grave de conspirer contre l'État, et qu'il faut passer ça comme ce qui est la plus... Non, ils n'ont jamais applaudi. Ils n'ont jamais applaudi. J'ai l'impression que dans notre pays, moi j'ai le sentiment que dans notre pays, la faute commise par les citoyens est moins grave que celle commise par l'État. Non, on peut attenter à la sûreté de l'État, c'est pas grave, c'est la manière dont vous êtes appréhendé qui est importante. Alors quand c'est comme ça, c'est que quelque part il y a un problème d'éthique qui se pose au sein de la population, qui fait que le citoyen aujourd'hui est en train peut-être de dévier, ne sachant même plus quelles sont les normes requises pour être dans l'activisme politique dans un état de droit. Alors revenons maintenant au propos du procureur, une déclaration avec beaucoup d'éléments de preuves, disons, et le premier élément c'est quand même le numéraire, hein. Ça fait mettons 1,5 milliard pour ce qui est de l'espèce étalée aux yeux de tous, enfin les photos plutôt étalées aux yeux de tous, et avant cela un compte bancaire avec 105 millions de francs CFA bien rempli hors du territoire national. C'est une affaire de gros sous d'abord pour commencer. Et tellement gros sous qu'on se demande si, pour une raison autre que celle-là, on peut mobiliser autant d'argent en numéraire et en liquide. Parce que quand même, 1,5 milliard francs en liquide, c'est pas tous les jours qu'on se balade avec ça, et c'est pas tous les jours qu'on peut justifier ce qu'on peut faire avec une telle quantité d'argent stocké dans une voiture. Vous savez, moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, les personnes qui ont été mises aux arrêts sont présumées innocentes. Ça c'est clair. Mais quand on se projette quand même dans ce genre d'analyse, on se demande qu'est-ce que 1,5 milliard millions peut faire dans une voiture dans la nuit. C'est quand même des hommes d'affaires et des acteurs politiques qui appartiennent à des cercles dont le pouvoir financier n'est plus comme le nôtre. Quelqu'un a fait venir quand même Samuel Eto'o par ici pour fêter la naissance de son enfant et célébrer le baptême. Ce n'est pas 1,5 million qui lui poserait problème en réalité. Et quand on parle pas d'1,5 million, mais 1,5 milliard, pardon, ne devrait pas faire peur à quelqu'un qui a côtoyé tout le temps Samuel Eto'o et qui a son numéro de téléphone dans son appareil de téléphone. Quand on parle de certains Olivier Bokor, c'est quand même plusieurs décennies d'affaires au sommet de l'État et du commerce avec l'État et surtout une gestion du pouvoir aux côtés du premier homme pendant une dizaine d'années. 1,5 milliard, ce n'est pas comme nous les verrons. À mon sens, aucune loi ne permet à un citoyen, quel qu'il soit, de détenir 1,5 milliard francs en liquide où que ce soit. Sauf dans un établissement bancaire ou en achetant des actions quelque part ou peut-être en faisant des placements, mais pas à la maison, ni ça ne peut pas se justifier. Ça ne peut pas se justifier. Et donc on attend plutôt de voir peut-être la justification que les mises en cause eux-mêmes peuvent apporter. Oui, et c'est pour ça que je dis que le procès répondra à un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui et qui font que bon, nous ne sommes que dans la spéculation, nous ne sommes que dans les conjectures, mais il arrivera forcément un moment où on aura des questions claires à chaque question. Ceux qui doutent de cette affaire, ils ont commencé à en douter à cause justement, je dois dire, du rôle joué par le troisième. Certains pensent que quand on veut vraiment faire, c'est pas l'apologie de coup d'État, quand on veut faire quand même un certain nombre de choses comme celle-là, ce n'est pas la meilleure personne qu'il faut choisir. Vous savez, ce n'est que quand le coup d'État réussit qu'on sait, là où on a mal fait, on sait qu'on a choisi la bonne personne. Donc oui, il y a sur les coups d'État qui sont planifiés partout dans le monde, il y a peut-être un nombre très restreint de coups d'État qui réussissent. Bon, donc jusqu'à preuve de contraire, c'est seulement quand ça réussit que vous savez que oui, on peut choisir la bonne personne et échouer. Il y a des circonstances qui peuvent jouer contre vous. En l'occurrence, il y a un patron de la garde présidentielle dont la loyauté n'a pas fait défaut à son patron et qui
qui forcément, d'une façon ou d'une autre, était une cause d'échec pour ce coup-là, quelles que soient les dispositions ou l'intelligence qui a prévalu à sa préparation. Il y a un élément qui a manqué, en tout cas à l'intervention du procureur spécial, que tout le monde attendait d'ailleurs, hein, où est-ce que les mises en cause sont retenues, et notamment Olivier Bokoa, et est-ce qu'ils véritablement ils sont à la fois en sécurité, et surtout est-ce qu'ils ont droit à tout ce à quoi ils ont droit dans les conditions normales? Bon, à partir du moment où nous ne les avons pas vus, nous ne pouvons pas le dire, mais je ne pense pas que ce soit une tradition dans notre pays que d'aller mettre des gens au cachot et de les torturer quand on les arrête. Nous avons vu arrêter... Ah, la version de Steve Amoussou dit le contraire. Hein? Est-ce qu'il est torturé là où il est? Quand il a été transporté depuis Lomé à Cotonou, mais là, au moment où la police l'a récupéré, il n'a pas dit qu'il était torturé. Il n'a pas dit qu'il était dans un cachot, qu'il était privé de nourriture, qu'il était privé de voir ses avocats. Donc c'est pour ça que, vous savez, dans une matière aussi sensible que celle que nous avons en présence, on ne peut pas, logiquement, pour de simples raisons de sécurité, on ne peut pas dire publiquement où est-ce que ces personnes-là sont détenues, parce que on part du principe que un coup d'État ne se décrète, enfin un coup d'État ne s'organise pas en catimini entre quelques personnes. C'est une conspiration qui a des ramifications avec des sympathisants qui sont peut-être tapis dans l'ombre et qui peuvent organiser à tout moment une sorte de rébellion pour aller chercher à aller les délivrer. Donc c'est normal, pour des précautions aussi indispensables que celles que le pouvoir a pu prendre, de les mettre à l'abri quelque part où personne ne sait où les trouver. Mais c'est sûr qu'ils sont en sécurité et que, bon, à mon avis, on finira par autoriser les avocats à les voir et à... Tout au même pour le ministre Omeki, on sait là où il est gardé. C'est officiellement connu. On espère véritablement que les choses vont vite aller pour qu'on sache les tenants et les aboutissants de cette affaire, parce que c'est quand même suffisamment grave, les charges qui pèsent contre ces deux hommes-là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est d'abord, ou ce qu'on ne comprend pas, premièrement, c'est surtout cette attitude de l'opinion publique qui est d'abord restée quoi, puis après a commencé à douter. L'opinion publique béninoise est extrêmement versatile. Mais en même temps, je ne sais pas comment expliquer cet état d'esprit. Oh, on n'a pas pu piper mot toute la journée. On n'a pas pu piper mot. D'une part, on est resté silencieux parce que dans le premier temps, tout le monde s'est dit c'est un problème de famille, laissons-les régler leur problème. Ils n'ont qu'à régler entre eux. Et puis ensuite, tout le monde a commencé à se dire ces gens-là veulent nous prendre pour des imbéciles. Ils sont dans une sorte de fabrication d'un schéma qui va permettre de repêcher M. Bokoa en 2026 comme étant une victime du système, et comme les Béninois adorent les victimes, bon, peut-être que sa candidature pourrait passer. Bon, de mon point de vue personnel, je pense que c'est une théorie qui est un peu tirée par les cheveux. Parce mais le peuple adore ou adorait les victimes. Le peuple voudrait bien voir ce genre de scénario se réaliser, j'en sais rien. Mais non, moi je pense que quand on veut travailler à faire grandir un ami ou un partenaire, en jouant le jeu de la victimisation, on cherche à trouver un chef d'accusation qui ne le poursuive pas tout au long de sa vie, parce que le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État est d'une gravité extrême et n'est pas prescriptible. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas s'amuser à se mettre dans un schéma comme celui-là en pensant qu'on pourrait demain travailler à trouver un non-lieu et puis... puisque non-lieu, on en a connu par le passé aussi, on se dit, bon, écoutez, si les preuves ne sont pas vraiment formelles et que le plan est bien peaufiné par un metteur en scène, enfin un scénariste assez intelligent, ben, que ça pourrait aller. Regarde la preuve matérielle que nous avons déjà qu'on nous a déjà mis sous les yeux, et je pense qu'il y a un début de constitution de preuves, il y a en tout cas un faisceau d'indices concordants qui tendent à faire croire qu'effectivement il y avait un coup d'État en préparation.
Ben, quelles pourraient être les conséquences de ces deux éléments? Parce que même si officiellement Olivier Bokor n'est pas acteur politique, c'est presque un carrefour des acteurs politiques, et l'interface entre Patrice Talon et les acteurs politiques, qui qu'ils soient sur la scène politique nationale, en tout cas pour ces 10 dernières années. Osvaldo Meki, c'est quand même un jeune acteur politique depuis bien longtemps, on le connaît dans ce cercle-là. C'est clair que cette affaire devrait avoir des répercussions directes sur le comportement des acteurs politiques et surtout la suite des événements politiques jusqu'en 2026. Alors, je pense que là-dessus, je ne tablerai pas. Okay. Pour la simple raison que j'ai le sentiment, j'ai toujours eu le sentiment que dans la sphère politique, il y a plus, on va dire, le fait que chacun sauve sa tête. Moi, j'ai le sentiment, quand je regarde la classe politique, des acteurs politiques, c'est des poltrons. Chacun sauve sa tête. Des poltrons. Personne ne veut offrir sa poitrine pour défendre qui que ce soit. Oui, mais on a été plus courageux que ça, Soubouni Yahi. Soubouni Yahi, et je ne sais pas de quel courage vous parlez. Oui, mais on a eu des conférences de presse, on a eu des marches pour l'affaire de tentative de coup d'État, l'affaire de tentative d'empoisonnement, on a contesté. L'Église catholique est même allée jusqu'à dire dans un de ses communiqués une affaire en griffe douteuse, etc. Et donc, mais aujourd'hui on est là, on tourne en rond, on n'a même pas envie d'aller... Les hommes n'ont pas changé, et s'ils ont envie de faire des conférences et des marches, je pense que personne ne les en empêcherait. Ou peut-être que le contexte qu'on a préparé jusque-là ne permet pas aux gens de se libérer. Non, je pense que le gouvernement du président Patrice Talon nous a révélé à nous-mêmes. Ah ouais? Il nous a révélé à nous-mêmes parce que j'ai le sentiment que ce qui guide aujourd'hui l'action publique, ce qui guide l'engagement des hommes à faire de la politique, ce n'est plus nécessairement une conviction à contribuer à construire quelque chose. Et je pense que c'est plus un jeu d'intérêt où chacun essaye de tirer ses marrons du feu. Vous êtes dedans, ça va, vous n'êtes pas dedans, vous êtes opposant jusqu'au moment où on prend vos intérêts en compte et puis vous vous retrouvez de l'autre côté. Et c'est une sorte de redistribution de cartes pour lequel personne n'a envie de prendre des coups pour autrui. Moi, je regarde ceux qui sont en prison aujourd'hui et qui, à un moment donné, avaient soulevé des espoirs, il y avait foule derrière eux, ils faisaient des conférences où les salles étaient pleines, il y avait, on va dire, beaucoup de gens qui étaient convaincus que sans eux, on ne pouvait pas continuer, mais ils sont en prison aujourd'hui. Et vous avez vu combien de mouvements il y a eu? Aucun. Et ça, c'est pas aujourd'hui, c'était déjà en 2021. Donc, quand on considère cela, moi je pense que la classe politique, aujourd'hui, manque de conviction en ce qui concerne son engagement public. Les acteurs vont donc rester timorés jusqu'à... Je pense qu'ils vont rester timorés parce qu'ils vont se dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils aillent offrir leur poitrine pour des gens qui ont voulu conspirer. Et que, d'ailleurs, c'est une forme de gravité de la politique que d'aller défendre quelqu'un qui a essayé d'attenter à la sûreté de l'État. C'est très dangereux. C'est très grave d'ailleurs comme attitude politique. Oui, mais c'était l'enfer dans ce pays. Candidat Zanaï, on l'a vu très inspiré. Je ne sais pas s'il est encore inspiré. Hein. Il a beaucoup plus d'espace sur les réseaux sociaux maintenant. Mais ce Boni Yahi, très inspiré. Il a même promis qu'on reste chez nous et qu'on ne se gêne pas, que lui seul, l'Institut personnel irait chercher un président en exercice. Parce que le contexte s'y prêtait et que M. Patrice Talon, à l'époque déjà, avait un contrôle assez important sur l'appareil d'État. Et sur les hommes politiques d'ailleurs, qu'il finançait depuis très longtemps et qui lui sont restés pour la plupart loyaux et qui le sont encore, en dépit de tout, et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que tout le monde est timoré, tout le monde a peur, tout le monde... C'est pas forcément la peur, c'est le sens de l'intérêt que les gens cultivent parce qu'ils ont eu leur intérêt avec M. Patrice Talon depuis très longtemps. Ou peut-être qu'ils n'ont pas le soutien financier nécessaire pour faire ce qu'ils font. Parce qu'on sait que sous Boni Yahi, l'argent a beaucoup aidé les gens à avoir du courage. C'est bien de ça que je vous parlais. Ceux qui avaient l'argent savaient d'où ils avaient l'argent et savaient qui
sait vers qui il faut se tourner et avec qui il faut être pour avoir l'argent nécessaire. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément de la peur, c'est simplement que si vous tournez le dos à celui qui a... chez moi, on dit que quand quelqu'un se promène avec l'herbe fraîche, le cabri ne lui tourne pas le dos pour aller vers celui qui a de l'herbe sèche. Il se fasse depuis la place Goro, que la rivière ne se fâche pas. Que la biche ne se fâche pas avec la rivière. Voilà, avec la rivière. C'est un peu dans ce sens que j'analyse la partie ambiante. Et ceux qui pensent, et c'est une fine partie, ceux qui pensent que c'est véritablement un complot qui est en cours, pensent, en tout cas pour les conséquences politiques, que désormais se dresse devant Patrice Talon un boulevard pour deux options, un troisième mandat, ou le positionnement d'un dauphin le plus facilement possible du monde. Et ceux qui le pensent ont raison, pour la simple raison que Patrice Talon a plus que jamais la majorité de la classe politique avec lui, et que, ma foi, il peut bien décider ce qu'il voudra, cette majorité soutiendra, vaille que vaille. Oui, mais le peuple béninois a toujours montré son attachement à sa constitution et surtout à la rigueur des deux mandats. Oui. Et surtout a été réfractaire à des consignes de vote, notamment pour ce qui est de la présidentielle. On peut émettre quelques réserves, non? Non, mais enfin, à partir du moment où Patrice Talon ne cherche pas à s'accrocher au pouvoir et dit à qui veut l'entendre et à toutes les circonstances qu'il va partir, je pense que la question ne se pose pas de savoir si son option sera de rester pour un troisième mandat. Moi, je l'écarte d'office parce que je considère que, ayant donné sa parole à maintes reprises et en des circonstances solennelles, ça ne peut pas être à l'ordre du jour. Vous ne parlez pas trop tôt là ou trop vite là. On sait qu'en 2016, l'homme disait, en tout cas, si l'idée de mandat unique ne prospérait pas, moi je ferais 5 ans pour montrer que bon, on peut faire le job. En 2021, il me semble qu'il a été candidat et qu'il a même été réélu. Et il a été réélu parce qu'il y avait une possibilité qu'il puisse revenir sur sa parole. C'est qu'il a introduit une loi constitutionnelle pour entériner sa proposition qui a été rejetée par la classe politique. À partir de ce moment-là, il avait la latitude de revenir sur sa parole. C'est nous qui l'avons poussé, enfin, on va dire les députés, qui l'ont poussé à revenir sur sa parole en rejetant sa loi, sa proposition de révision de la loi. Et à partir du moment où il a dit, c'est le niveau d'engagement qu'il faut voir. Il a dit, même si l'idée de mandat unique ne prospérait pas, moi je ferais un mandat pour montrer qu'on pouvait faire. Il a manqué à sa parole, il faut le dire, il a véritablement manqué à sa parole, mais on ne peut pas lui en faire grief outre mesure, à part lui faire un procès en sorcellerie pour dire, bon, tu as promis, tu n'as pas fait. Mais en dehors de ça, il n'a pas violé des tests de la République en le faisant et il n'a pas violé son serment en le faisant non plus. Il a peut-être été trop vite en besogne et s'est rendu compte qu'il était allé trop vite en besogne. Et comme le disait Yaya Jammeh qui était au pouvoir à l'époque, quand il entendait dire je ferai un mandat unique, il vient d'arriver, il ne sait pas encore ce que c'est. Donc c'est peut-être un peu dans la fièvre de l'action publique qu'il s'est rendu compte que non, en réalité il s'est totalement fourvoyé et qu'on ne pouvait pas faire le job en un mandat. Dans le schéma où il choisit de partir et surtout de léguer son fauteuil à quelqu'un qui l'aura choisi, vous pensez vraiment qu'il aura les mains aussi faciles et aussi aisées de faire ce choix-là? On a quand même, au-delà d'Olivier Bokor, qui n'a pas officiellement dit qu'il sera candidat, on a quand même certaines personnes dont les pas sur la scène politique, sur la place publique, démontrent leur envie, et alors là, profonde envie de prendre ce fauteuil-là. Je pense que ça reste à l'étape d'envie et que ces personnes ne font rien, absolument rien, pour s'affranchir et travailler de façon à ce qu'on les voit venir. Et à partir de ce moment, ça veut dire que la position personnelle de Patrice Talon dans l'affaire compte. Sinon, quand vous voulez succéder à un chef, vous avez beau être son fils, à un moment, il faut vous retirer d'ailleurs, il faut sortir de son giron et travailler
à ce que tout le monde vous voit venir pour sa succession. Si vous grandissez dans son nombre et que nous ne sommes pas dans une monarchie, il faut comprendre que le choix du président à ce moment-là va dépendre de son humeur et de son attachement particulier pour l'un ou l'autre des personnes qui l'entourent. Donc vous n'avez aucune chance si vous n'avez pas les valeurs et les qualités professionnelles et les qualités personnelles qui font un grand chef d'État. Patrice Talon, on dira ce qu'on voudra, mais nous l'avons vu venir. Il s'est préparé et nous l'avons vu venir. Et moi, je déplore le fait que nous soyons aujourd'hui dans des conditions politiques où on ne voit personne se préparer pour venir. Mais il y en a qui font le tour du Bénin, même si ce n'est pas ça, se préparer. Même si c'est sur la coupole d'activité sociale. Ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ça. Se préparer, c'est... Vous voyez, Emmanuel Macron, pour prendre cet exemple-là, était ministre dans le gouvernement de François Hollande. Et quand il a estimé qu'il avait envie de succéder à François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du gouvernement. Démissionné. Il est sorti du gouvernement et on l'a vu créer les conditions. Certains disent que c'est sous l'accord tacite, enfin avec un accord tacite avec François Hollande. Avec François Hollande, parce qu'il n'était pas allé contre François Hollande. Et c'est pour ça que je vous dis que moi je déplore le fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas quelqu'un qui soit sorti de l'ombre de Patrice Talon, peut-être avec son appui et même sa bénédiction, pour que l'on le voit travailler à venir. Il est très important que l'on voit quelqu'un travailler à venir, parce que c'est ça qui nous permet de nous assurer, de nous rassurer que nous avons quelqu'un qui peut faire le job. Or, aujourd'hui, on ne sait pas de quelle qualité vont se prévaloir les candidats qui vont venir demain. De quel projet de société vont-ils se prévaloir? On ne connaît pas leurs idées sur... Ils vont porter les idées et projets de leur parti politique, puisque c'est ce que nous espérons, en tout cas à partir des tests qui ont été votés récemment. Même quand le parti politique a un projet, un candidat a toujours la stratégie, c'est moyen. On va dire des variantes novatrices qui permettent de se dire, au sein du parti, celui-là, il a des chances de venir parce qu'il sait exactement ce qu'il vient faire au pouvoir. Mais aujourd'hui, personne ne se vend en tant que candidat et moi, ça me pose un problème. Et c'est peut-être... Est-ce qu'il faut s'en prendre à eux ou plutôt s'en prendre à Patrice Talon? Parce qu'on a dit il n'a pas laissé la main aux gens et quand on voit un peu les deux blocs, au niveau des deux blocs qui soutiennent son action ou ses actions, on n'a pas l'impression véritablement qu'il a laissé les manettes. Et en plus de ça, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de relever la tête, ont reçu sur la tête justement quelques coups qui les ont enfoncés, soit complètement dans la base et dans le silence, soit dans la transparence et l'inexistence totale. Vous voyez un peu tout son cercle rapproché depuis Dagnon, c'était Dagnon, etc. Je ne sais pas s'il est toujours au Bénin ou s'il est à l'étranger, et bon nombre de personnes. Moi, je pourrais peut-être abonder dans ce sens si, en jetant un regard de l'autre côté, je ne constatais la même chose. Quand je regarde au sein de l'opinion qui est opposée à Patrice Talon, quand je regarde au sein du plus grand parti politique qui est opposé à Patrice Talon, je ne vois pas une organisation qui donnerait envie, peut-être aux dauphins qui sont du côté de la mouvance présidentielle, de vouloir être là-bas, parce que de l'autre côté, on se prépare mieux, de l'autre côté, on voit venir des gens qui sont libres, qui travaillent, qui se font un chemin, qui se frayent un chemin pour venir à la présidence. On voit pas c'est pareil, que ce soit à la mouvance ou à l'opposition, c'est pareil. Et là où je me demande si c'est vraiment pertinent aujourd'hui de penser que nous avons des présidentiables qui ont l'étoffe. Il y a un adage, d'être des présidentiables. Il y a un adage qui dit qu'en Afrique, le roi ne connaît pas son successeur et que c'est très dangereux de montrer au roi qu'on a envie de son fauteuil. Oui, mais entre-temps, nous sommes devenus une république. Et comme je vous le disais tantôt, c'est dans la monarchie, dans une monarchie que le roi désigne son successeur. Mais en république, il faut que le candidat travaille à... mais même en république, on peut subir le même sort. Vous avez des contacts de Dominique Strauss-Kahn, demandez-lui. On peut subir aussi dans la République des charges violentes, et alors là vraiment violentes, du pouvoir en place, simplement parce que vous aviez lorgné de ce côté-là.
Alors ça, moi, je préfère ne pas m'inscrire dans les coups violents qu'on donne parce que quelqu'un est candidat, parce que il faut partir d'abord du principe que quand on veut faire un combat, on en a l'étoffe, on en a le courage, on en a la capacité. Et donc, à partir du moment où nous aurons des présidents putatifs, des présidents désignés, des présidents héritiers, je pense que quelque chose va nous manquer par rapport à cette époque où nous avons un président qui est venu par lui-même, qui s'est préparé, qui s'est imposé et qui a arraché le pouvoir et qui, dans sa manière de gouverner depuis le premier jour, montre à quel point il s'est préparé à la fonction présidentielle. De toute façon, on dira tout, mais on ne dira pas que Patrice Talon ne tient pas sa parole, parce que jusque-là, on n'ose pas encore parler de la présidentielle, puisqu'on n'est pas encore à moins de 6 mois, comme il l'a dit. Mais moi, je considère que on n'est pas forcément dans l'obligation de faire le grand remue-ménage qui perturberait le gouvernement dans sa façon de fonctionner. Comment on fait? Aujourd'hui, on va tous les matins à l'église avec une caméra. Comment on fait si on veut aujourd'hui vraiment le pouvoir? Aujourd'hui, nous pouvons avoir quand même des présidentiables qui, de temps en temps, font des rencontres, aller à l'université, parler avec les étudiants, pour partager avec vos idées sur, par exemple, l'éducation, sur un certain nombre de choses. Aller rencontrer des corps constitués comme les instituteurs, parler avec eux, échanger. Ça nous donne, nous autres citoyens, la possibilité de connaître le candidat, de le découvrir et de savoir si nous pouvons lui faire confiance, s'il a les capacités réelles. Et comme ça, ça ne fait pas encore le remue-ménage, le grand remue-ménage qui remet tout en cause et qui empêche le gouvernement de fonctionner. Le Code électoral refuse, dans une certaine mesure, de faire une mobilisation. Ce n'est pas de la campagne électorale. Et nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas les créateurs de la démocratie. Vous savez les regroupements non armés aussi, le code pénal. Vous savez à quel moment auront lieu les présidentielles aux États-Unis? Et pourtant, ça fait déjà un bon moment que nous voyons venir déjà. Nous les voyons venir. Donc, moi, je pense que si nous devons copier un système politique chez les autres, c'est vrai que nous devons travailler à faire en sorte que ça nous ressemble, mais nous devons aussi faire en sorte de ne pas copier complètement du travers et de rester quand même dans les normes que requiert le système politique que nous avons choisi. On va changer de sujet. On a suffisamment débattu. On va laisser la main au procureur spécial de la Criette et aux avocats des présumés auteurs de cette tentative d'atteinte à la sûreté de l'État présumé. Et on verra bien ce que ça va donner au fil des jours. Dès lors qu'il y aura de la nouveauté, on reviendra par ici pour passer en revue ces nouveautés-là. Allez, on va discuter des questions liées aux conditions de vie carcérale au Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme fait un tour dans les prisons du Bénin. On a quand même des éléments qui, dans le fond, ne sont pas nouveaux. On se rappelle lors de la tournée aussi de la garde des Sceaux entre-temps. Pourquoi son nom m'échappe, qui nous a fait découvrir quand même les coulisses des prisons du Bénin sous Boni Yahi. De ce moment-là, Marie-Lise Bédo, je voulais dire, de ce moment-là aujourd'hui, quand on voit un peu la description qu'on fait, on n'a pas l'impression véritablement que quelque chose a changé. Là, sur la population carcérale, par exemple. Et à la suite de Marie-Lise Bédo, je me rappelle que Maître Joseph Dogwenou, quand il a pris aussi fait un tour aussi. A aussi fait un tour. Et je considère qu'il y a quelques petites choses qui ont été apportées. Ah oui? On a créé même une agence pour gérer les prisons. C'est supposé apporter une amélioration dans le fonctionnement de nos prisons. Mais ce qui ne suit pas, c'est peut-être l'espace dont les gens ont besoin. Ce qui ne suit pas, c'est peut-être le nombre de personnes qui vont grossir chaque jour, le nombre de prisonniers. Et ça fait que, quels que soient les efforts qu'on fait, il y a un problème. La façon dont les détenus s'entassent,
cette promiscuité est de nature à être à l'origine de tous les problèmes de santé, parce qu'ils se partagent des virus, ils se partagent des microbes, et la façon dont ils se couchent donne parfois l'impression que ce sont des bêtes. Quelqu'un a dit que la prison, c'est pas un hôtel 5 étoiles. Non, bon, c'était une boutade. C'est pour dire que, quoi qu'on dise, la prison, le confort dont on a besoin. On perd quelque chose quand on va en prison en confort. Oui. Ben, cela dit, et ce sont des hommes que nous envoyons en prison, ce sont des hommes qui parfois n'ont même pas été déclarés coupables. Ce sont des hommes qui parfois ont commis des larcins. Ce sont des hommes qui parfois méritent peut-être qu'on les sermonne pour les ramener dans le droit chemin, et qui se retrouvent dans cette population carcérale et apprennent à ce moment-là à s'endurcir et à devenir de véritables gangsters. Bon, je pense que nous avons une politique carcérale que nous devons revoir, parce que quand on analyse un peu le rapport de la CBDH, surtout en ce qui concerne la population carcérale aujourd'hui de 7000 personnes, d'une capacité de 7000 personnes, aujourd'hui nos prisons en comptent plus de 19 000. Ne serait-ce que ça déjà, ça devrait nous faire réfléchir à voir si en réalité toutes les personnes que nous envoyons en prison, on leur place en prison. Je pense que nous devons avoir une politique carcérale qui fait payer la dette que le citoyen a envers la société, sans que ça soit forcément par une peine de privation de liberté. Oui, mais notre disposition positive permet quand même de faire quelques alternatives face justement au séjour carcéral et aux peines privatives de liberté. Ces alternatives ne sont pas suffisamment exploitées et explorées. Ces alternatives ne sont pas suffisamment explorées, alors même que nous avons un nombre très réduit de magistrats qui doivent se taper des piles et des piles de dossiers, qui font que des gens sont en détention préventive parfois pour une dizaine d'années. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors que la peine ne devait pas excéder les 6 mois, oui, et qui peut-être parfois à la fin se retrouvent totalement innocentes et personne ne les dédommage pour ça. Moi, je pense que la politique carcérale doit être complètement revue pour qu'on envoie véritablement en prison que les gens qu'on ne peut pas traiter autrement. Parce que moi je pense que pour des larcins, je pense que pour des petits délits qui ne sont pas des crimes de sang, on peut trouver le moyen de condamner des gens à des peines pécuniaires, surtout. Parce que, quoi qu'on dise, les peines pécuniaires, ça fait beaucoup plus mal que... Ah, vous trouvez? Ah oui, parce que quand vous avez un huissier sur le dos et que vous avez l'obligation de rembourser, aujourd'hui, l'agent judiciaire du Trésor est en train d'envoyer on va dire, des invitations à toutes les personnes qui doivent au titre des condamnations. Ce n'est pas une chose facile, mais on peut faire mieux. C'est qu'il faut obliger peut-être les personnes qui doivent payer une dette à la société à faire des travaux d'intérêt public qui soient compensés par... et à quoi vous pensez? Balayer les rues? Ils peuvent déjà commencer, je le disais dans une émission, ils peuvent déjà commencer par produire ce qu'ils consomment. Et ils peuvent déjà commencer par travailler. Vous voyez la GIZ, la GDZ, c'est une plateforme qui est susceptible d'accueillir par exemple des personnes qui ont des peines privatives de liberté, qui peuvent à partir de là apprendre un métier et peut-être se réinsérer facilement quand leur peine sera épuisée. Si quelqu'un est condamné à 1 an de prison et que pendant cette année il est contraint d'aller à la GDIZ tous les matins pour aller travailler à peut-être... Oui, mais il faut mettre en place un mécanisme. Ce mécanisme peut être mis en place à partir du moment où... De surveillance, pour que l'homme ne décide pas un matin de fausser compagnie. Et ça peut être organisé de manière à ce qu'il y ait une manière très dissuasive pour que les gens ne disparaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bracelets électroniques et quand on vous rattrape, au lieu d'1 an, c'est peut-être 10 ans que vous faites. Et vous voyez, il y a des moyens tellement dissuasifs que vous savez qu'il vaut mieux éviter cette peine-là si vous voulez vivre en paix. Parce que quoi que vous puissiez faire, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à cavaler. Donc, on vous dit, en 1 an, on vous amène à la GDZ tous les matins et vous filez le coton ou bien vous triez le soja et vous apprenez peut-être à travailler dans une industrie et quand vous finissez votre peine,
l'insertion est plus facile. Donc, les jeunes que nous avons aujourd'hui, qui sont des bras valides et qui peuvent construire le pays et que nous avons déposés massivement en prison, qui ressortent avec des maladies et qui meurent d'ailleurs peu avant leur sortie de prison, et nous pouvons les utiliser à travailler dans le pays de façon à ce que leur peine ne se passe pas en prison, mais en travaillant pour l'intérêt public, de façon que ceux qui sont en prison ne soient que des criminels endurcis, des gens à qui on ne peut pas faire la faveur de créer des conditions de libération de cette nature. Tout cela, ça appelle en tout cas le personnel à la fois au niveau de la justice, au niveau donc de la police, etc. Je crois savoir que le chef de l'État a mis en place un creuset pour réfléchir, me semble-t-il, aux peines alternatives de cette nature-là. Bon, nous attendons de voir les conclusions de cette commission, mais je considère véritablement qu'on ne devrait envoyer aujourd'hui en prison que des personnes qu'on ne peut pas redresser et qui ont commis des crimes de sang ou qui sont vraiment dangereuses pour la société ou la communauté. Notre dernier sujet aujourd'hui, c'est cet allègement promis dans la charge financière qui revient aux personnes dialysées pour suivre les soins. J'ai reçu quelqu'un sur mon plateau qui disait que dans les normes normales, pour me répéter, les soins revenaient pour un individu pour un mois, en tout cas quelqu'un qui devrait suivre un certain nombre de consultations par mois à hauteur d'1 million de francs CFA, que l'État décide ma foi d'exonérer les droits douaniers et taxes. Est-ce que véritablement on a un bienfait ou on a mieux fait, parce qu'ailleurs dans la sous-région l'État a choisi de prendre en charge intégralement les soins? Je crois qu'on a déjà beaucoup fait. Parce qu'en réalité, je pense que les intrants qui entrent dans la composition du kit sont pour la plupart exonérés de frais de douane et, ma foi, ça va agir de manière très sensible sur le coût des dialyses. Mais si le gouvernement a choisi cette option, je suppose que c'est parce que si nous sommes dans un pays où nous avons tous les mêmes droits, et il n'est pas logique qu'on prenne en compte, en charge intégralement des gens qui souffrent d'une certaine maladie, alors qu'il y a d'autres citoyens qui ont tout aussi droit à la faveur de l'État et qui n'ont pas de subventions, qui n'ont rien. Parce que ça, on va reprocher à ceux qui sont malades du sida de nous reverser une partie des soins qu'on leur offre. Non, ce que je veux dire, c'est que de faire la promotion d'une maladie au détriment des autres est une sorte de discrimination. Et donc, si l'État peut déjà faire ce genre d'action qui consiste à diminuer le prix des intrants pour que les dialysés puissent par eux-mêmes essayer de supporter le reste, c'est déjà un pas. Mais qu'est-ce que nous souhaitons tous? C'est que l'État puisse nous prendre tous en charge, de façon à ce que, à la fin, tomber malade ne soit plus... voilà, donc c'est ça que nous souhaitons tous à la fin. Mais nous n'irons à cela que de manière progressive, sans prendre, on va dire, c'est peut-être un peu cynique de le dire comme ça, sans mettre en avant une maladie ou une autre sur les autres, parce que les citoyens, quels qu'ils soient, ont droit à la subvention de l'État, à l'aide de l'État, et on ne peut pas, parce que certaines personnes souffrent d'une maladie identifiée comme telle, sont plus privilégiées que les autres. Et c'est pour ça que, en construisant des centres de santé, en multipliant les kits dans les autres centres primaires et en diminuant le prix des intrants, je pense que l'État fait beaucoup pour les dialyser. Nous allons souhaiter, comme eux, qu'il y ait plus de moyens pour aller encore plus loin et pour toutes les autres maladies aussi, de façon à ce que, socialement, nous soyons un peu soulagés des peines que nous avons chaque fois que nous sommes malades. Oui, mais on aurait pu, en lieu et place des exonérations décidées par le gouvernement, on aurait pu donc, en ces lieu et place, continuer, je dois dire, l'ancienne politique de subvention. Est-ce que ce n'est pas beaucoup mieux? L'ancienne politique de subvention était une politique populiste. Comment ça? C'est-à-dire que c'était subvention de ceci et de cela, c'était du populisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une façon équitable de gérer les citoyens.
voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une manière équitable de gérer les citoyens. Ceux qui ont perdu cet avantage aujourd'hui le regrettent et sont dans la douleur, et moi je les comprends, parce qu'on les a déjà à un moment habitués à avoir cette facilité-là, et aujourd'hui, ils n'ont plus ça, ils sont déçus, ils sont fâchés contre l'État, et moi je les comprends. Mais en fait, pour que tout le monde soit à un même niveau d'égalité, il ne faut pas privilégier les uns au détriment des autres. Et c'est une manière de diriger l'État qui est un peu, comme je vous l'ai dit tantôt, cynique, et parfois il faut avoir du cœur. Il faut avoir un cœur très dur pour gérer une république. Gérer les hommes. Pour que certains ne soient pas privilégiés par rapport à d'autres. Moi, c'est une maladie difficile, l'insuffisance rénale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait été prise en charge, parce que c'est une maladie chronique et que c'est à vie qu'il faut vivre sous observation, sous soins médicaux. Mais ce n'est pas la seule maladie chronique. Il y en a d'autres. Et pourquoi les autres maladies ne seraient pas prises en compte au même titre que l'insuffisance rénale? Et pourquoi les citoyens qui souffrent des autres maladies n'auraient-ils pas droit à l'intervention de l'État pour avoir un soulagement aussi dans leur traitement? Donc, je pense qu'on a dû arrêter tout ça à un moment pour qu'il y ait un petit équilibre. C'est difficile de le dire et de l'admettre pour certains, mais je crois que c'est ça qui a prévalu d'ailleurs à la suppression des mesures de subvention totalement gratuites qu'il y avait, comme d'ailleurs pour la césarienne. Et moi j'ai une autre vision de ces choses-là. Moi, je considère que nous ne travaillons pas suffisamment à régler nos problèmes en nous projetant dans l'avenir. Parce que, voyez-vous, nous appartenons à un pays qui a une tradition de médecine naturelle que nos ancêtres nous ont léguée. Et cette médecine naturelle a montré qu'il n'y a aucune maladie à laquelle elle ne puisse essayer de trouver une solution. Mais quelque part, il y a toujours un remède pour une maladie dans notre pays. Et au lieu de d'aller vers cette science naturelle que nos ancêtres nous ont léguée, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tourné le dos complètement à ça et nous formons au Bénin des médecins occidentaux. C'est-à-dire, nous formons dans notre pays. Oui, mais il y a un travail. Non, le travail qui est fait, c'est tout ce que les gens essayent de faire, c'est du bricolage, et ça se sent tout de suite. Sérieusement, ils ne sont pas d'accord et contents. Non, moi je le dis de manière très ferme. Vous savez, nous savons aujourd'hui que notre culture mérite d'être exportée et qu'il faut une plus-value. Oui. Il faut travailler à mettre notre culture à des normes et à des standards internationaux pour qu'il y ait une plus-value qui nous permette de la vendre pour révéler le Bénin. Nous savons que notre soja aujourd'hui, et il faut en rendre grâce, que nous ayons un président qui met de l'ardeur. Nous savons que notre soja aujourd'hui, notre coton doit être transformé pour qu'il y ait une plus-value qui nous permette de le vendre à l'étranger. Mais est-ce que la médecine béninoise, où est-ce qu'elle est? Elle devrait exister, la médecine béninoise. La médecine chinoise existe, la médecine occidentale existe. Nous nous accrochons à ce que les autres nous amènent et chez nous, nous banalisons tout parce qu'il y a des herbes que nous piétinons tous les jours qui auraient peut-être pu nous empêcher d'avoir autant d'insuffisants rénaux dans notre pays. Autant de personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Nous piétinons tous les herbes, tous les jours des herbes qui pourraient peut-être nous permettre de ne même pas avoir l'insuffisance rénale. Nous avons ça. Mais qui s'y intéresse? Personne. C'est pour ça que je plaide tous les jours que nous ayons des programmes scolaires et universitaires qui nous ressemblent. Que nous apprenions enfin à être nous-mêmes, par nous-mêmes et pour ce que nous sommes. Nous avons une médecine naturelle qui est hyper performante. Je vous dis, aujourd'hui, quels sont les mécanismes par lesquels nous nous approprions ce savoir pour l'amener à des standards internationaux, quitte à l'exporter, pour que des gens quittent partout dans le monde pour venir se soigner au Bénin à partir de la médecine naturelle du Bénin. Nous avons construit le CHIC, c'est formidable. Mais si vous entrez dans le CHIC, vous verrez que c'est un hôpital européen délocalisé. Ce n'est pas un hôpital africain, ce n'est pas un hôpital béninois. Nous sommes allés à l'école, pourquoi? Notre cerveau nous sert à quoi? Notre intelligence nous sert à quoi? Notre héritage nous sert à quoi si nous avons dans notre pays des hôpitaux qui ne sont que des hôpitaux
occidentaux. Voilà ce que moi je vois que nous pouvons, pour essayer au moins de nous projeter dans les prochaines décennies avec une médecine qui soit la nôtre, qui nous empêche de dépenser 10 milliards de francs par trimestre pour la consommation de médicaments venant d'ailleurs. En 2024, le Bénin a importé pour 10 milliards au cours du premier trimestre. 10 milliards de francs. Et ça, c'est seulement en provenance de la France. Je ne vous parle pas de ce qui vient des États d'Asie et qui a même une qualité qui s'apparente à du poison, qu'on nous inocule et qu'on nous oblige à prendre et qui crée les insuffisances rénales, qui crée les hypertensions, qui crée toutes sortes de maladies, alors que nous avons une médecine naturelle que nous pouvons étudier à fond pour en extraire des principes actifs qui font que nous soyons aujourd'hui, enfin dans les années à venir, en mesure de dire qu'il y a une médecine béninoise naturelle qui est plus puissante et plus forte que la médecine occidentale. Si nous allons à l'école et que la finalité de nos savoirs à l'école n'est pas de transformer notre quotidien, de l'améliorer pour l'amener à un niveau où nous fabriquions des choses pour nous-mêmes, à ce moment-là, ça veut dire que... Le problème que nous avons avec la médecine africaine ou traditionnelle, c'est le pont qu'elle a entre, évidemment, les soins à apporter et la religion et Dieu. Alors même qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une diversité de croyances, etc., qui font que les gens s'abstiennent. Et c'est l'élément fondamental qui fait que la valorisation peut poser un problème, parce que les cadres... Lorsque les colonisateurs sont venus, ils nous ont dit, laissez votre religion, elle est diabolique, elle est satanique. Ouais. Ils nous ont dit, votre médecine, elle est diabolique, elle est satanique. Elle n'est pas aux normes internationales, donc voilà. Laissez et abandonnez. Ça pouvait fonctionner il y a 200 ans, 150 ans. En 2024, est-ce qu'il est logique que nous continuions de penser que ce que nos ancêtres ont toujours eu est satanique, est diabolique? Non! Ça pouvait prospérer il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, on pouvait ouvrir quand même les yeux et nous rendre compte. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut rendre grâce d'avoir un président qui a compris que notre culture n'est pas satanique, que nos produits que nous pouvons transformer sur place ne sont pas diaboliques. Donc, la médecine également n'est pas satanique, n'est pas diabolique, et nous devons travailler à avoir une médecine béninoise pour éviter de continuer de nous empoisonner avec les médicaments des autres. Anissé Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là, ce fut un plaisir. Au prochain numéro.